Évidemment, il faut s'entraîner. Donc, dans cette page web que vous allez voir, il faut s'entraîner. Par exemple, là, j'ai pris un champ au hasard et je tombe sur cela. Et donc, vous devez dire si c'est un amas d'étoiles, si c'est une galaxie, ou si c'est des formes plutôt en croix, linéaire, ou c'est plutôt peut-être parfois aussi des fantômes. Il y a des réflexions qu'il peut y avoir, et ce n'est pas des trucs vraiment réels. Donc c'est vraiment utile parce qu'on ne pourra jamais, on n'a pas assez de moyens professionnels pour pouvoir faire cela, et c'est une façon dont les amateurs éclairés peuvent contribuer de façon effective à la science. Et donc, comme Galaxy Zoo, les résultats sont totalement inespérés. On ne sait pas à quoi s'attendre. La seule chose qui me dérange là, c'est qu'on utilise quand même les citoyens sans leur donner suffisamment de crédit pour les découvertes. Donc ça, il faut faire très attention. S'il y a quelqu'un dans le public qui a trouvé quelque chose, il faut au moins une reconnaissance minimum. Là, c'est un peu anonyme et je ne trouve pas ça tout à fait juste. Mais bon, on peut parler, c'est aussi les aspects de la sociologie actuelle. Donc, comme sommaire, je vais vous montrer qu'à partir de données simplement photométriques obtenues au télescope de Hawaï, on a pu montrer que M31 a probablement cessé de former des étoiles à cause des interactions avec des galaxies satellites massives très proches, donc M32, NGC 205. On a identifié 2400 céphéides dans le disque M31, et lorsqu'on les regarde avec le télescope spatial, on arrive à mesurer la distance de M31 à 3%. Et en utilisant d'autres calibrations indépendantes, mais pas les nuages de Magellan, qui était le problème majeur, on mesure aussi la constante de Hubble à 3% près. Alors, entre parenthèses, mesurer la constante de Hubble dans l'univers local n'implique pas que ce soit la même valeur dans le passé. Il y a des modèles cosmologiques plus complexes où la constante de Hubble, évidemment, est un paramètre, donc il évolue. Donc, selon l'évolution, on peut avoir des valeurs différentes, mais la valeur locale, ce qu'on appelle la constante de Hubble, est maintenant mesurée à plus de 3%. Arriver à la barrière de 1% va être très très difficile, parce que ce sont des erreurs systématiques, très difficiles à contrôler. Et lorsqu'on regarde non seulement le disque, mais le halo d'M31, on voit une extension sur 150 km/s, qui était tout à fait inattendue, avec des sous-structures, des queues de marée, des anneaux. On a découvert donc cet anneau de satellite en rotation autour d'M31, c'était absolument inespéré. Et je vous encourage à participer à cette classification des images de Hubble pour classifier les galaxies, les amas, etc. Donc vous pouvez participer avec un peu d'entraînement à la construction de la science et mieux comprendre M31. Voilà, je vous remercie. Bravo David, et merci. Je suppose que vous avez des questions. Juste sur le dernier point là, des dernières découvertes, quelle a été la part de ce fameux lycéen de 15 ans qui aurait failli frôler le prix Nobel dans ses découvertes? C'est ça qui est l'avantage avec les journalistes, c'est que lorsque le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, non, Neil a fait un stage de programmation Python avec son père, observatoire de Strasbourg. Et c'est vrai que nous étions tous en train de faire la même chose en même temps. Mais lui a été le premier à le faire. Donc à nous montrer les résultats. Attention, il y a un disque, et en plus, il y a peut-être une corrélation avec les vitesses radiales. Donc c'était lui le premier à le voir. Donc c'est ça, il y a la priorité dans ce sens-là. Mais nous étions 17 personnes à le faire. Mais il était le premier. Au moins, on a parlé un peu de science pendant au moins 5 secondes à la télévision. Oui, mais après, pour dire qu'il n'allait pas faire ses études en France, blablabla, enfin, au lieu de parler de la découverte vraiment importante, on a parlé de l'épiphénomène. Neil est quelqu'un de brillant, il va faire une belle carrière, bien entendu. Bon, il y a eu des discussions, évidemment, au sein de la collaboration, savoir s'il devait être co-auteur ou simplement remercier. Moi, ça me paraît juste, il a fait un bon travail, il a été le premier à le montrer. Pourquoi pas? Justement, ça revient au besoin de mon dernier point. Il faut reconnaître à sa juste valeur les contributions de toutes les personnes. Des questions dans le public, s'il vous plaît? Levez le bras, n'ayez pas peur. Notre ami Xavier. Bon. Oui. Merci beaucoup. L'exposé était formidablement clair. J'ai appris quasiment tout ce que je sais sur Andromède, c'est vous.
Ma question, j'ai cru que, je serai dans un de vos transparents, que Andromède allait nous heurter dans 6 milliards d'années. Non, c'est pas ça. Comme le Soleil aura disparu dans 4 milliards 5, voilà. on ne traversera pas la galaxie. Non, mais il restera toujours un reste du Soleil, en naine blanche. Donc on peut imaginer que le système solaire restera encore, quelques planètes seront autour. Donc c'est vraiment la particule test qui a la même orbite que le Soleil maintenant. Donc là, la simulation en fait a commencé maintenant, avec le vecteur de vitesse actuel, la distance actuelle, et on a fait tourner la simulation pendant 9 milliards d'années. Mais le moment le plus spectaculaire est environ à 6 milliards d'années, lorsqu'on va avoir le voyage gratuit vers le centre de la galaxie. Donc déjà 1,5 milliard avant que, oui, que le Soleil soit une étoile de plomb. Ben, effectivement, la phase de géante rouge du Soleil va être environ dans 4,5 milliards d'années. Et donc, effectivement, on sera peut-être dans un autre état. Mais c'est juste pour montrer justement un autre point de vue, que les simulations numériques que vous voyez d'habitude entre l'interaction entre deux galaxies, etc., vues de l'extérieur. Là, ce qui m'intéressait, c'est de nous mettre de l'intérieur, quel sera notre ciel. Justement, sur cette histoire d'Andromède qui vient vers notre galaxie, la superbe animation, on peut la trouver sur Internet? Non. Elle sera disponible pour les gens de la SAF ou c'est pas possible? Oui, on pourrait éventuellement penser à ça. C'est-à-dire que je pourrais le mettre avec le compte-rendu ou pas? Il faut que j'en parle à mes collaborateurs. Ah oui, d'accord. Je ne suis pas le seul auteur intellectuel de la Ah, solution. ok, d'accord. On ne peut pas nous la repasser, là, qu'on éteigne un peu la lumière? Oui. Je ne suis pas arrivé à éteindre la lumière. Les enfants y arrivaient. Tu es arrivé? Les enfants pouvaient. Et il y a les boutons sur le côté, ils ne fonctionnent pas. Mais je ne suis pas arrivé. D'autres questions? Oui? Attention au manteau. Merci. Dans les vitesses que vous avez restituées de M31, il y a une vitesse de rapprochement qui est difficile à mesurer. Il y a aussi une vitesse tangentielle de 17 km par seconde, si je ne me trompe. Donc, est-ce que du fait de cette vitesse tangentielle, les deux galaxies principales de poids lourd du groupe local, c'est-à-dire la Voie lactée et Andromède, ne sont pas sur une trajectoire, disons, elliptique et ne se rencontreront donc jamais. Enfin, voilà, voilà la différence entre la composante radiale, 110 km/s, face à la vitesse tangentielle. Donc c'est vrai que ce n'est pas une orbite purement radiale. Il y a une certaine ellipticité, mais très élevée. D'accord. Et cette ellipticité très élevée fait qu'essentiellement, ce n'est pas un choc radial où le noyau de 31 va choquer contre le noyau de notre galaxie. Il va y avoir un paramètre d'impact qui va être non nul, bien entendu. Donc l'orbite n'est pas circulaire, l'orbite n'est pas purement radiale, elle est très hautement elliptique, par ce rapport de vitesse. Question là. Je suis étonné de toutes ces galaxies satellites. Je n'avais jamais entendu parler de cette affaire-là. Alors, comment elles sont faites? Qu'est-ce qu'il y a dedans ou, etc. C'est la question que nous nous posons tous. C'est plutôt par là. Non, mais je sais où sont les boutons, mais ils ne fonctionnent pas. Je vais réessayer. J'essaie de retrouver. Voilà. Donc, par exemple, l'une des prédictions de ce scénario de formation de galaxies, c'est qu'il doit y avoir des centaines, presque des milliers de galaxies satellites. On ne les détecte pas. Donc c'est l'un des problèmes du scénario actuel. Alors, on a inventé pas mal de raisons pour lesquelles peut-être ces galaxies-là ne pouvaient pas exister ou étaient noires. C'est tout un grand problème. Mais donc, ce qui nous intéresse du point de vue observationnel, c'est les détecter. Et ce que vous voyez dans ce diagramme, c'est la largeur... J'ai trouvé... On va peut-être repasser de l'animation. Bien sûr. Donc, on va repasser de l'animation après. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a une relation entre la taille des satellites et leur magnitude.
Donc plus elles sont brillantes, plus elles sont compactes. Et ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'il y a des galaxies très brillantes, mais qui sont très étendues. Et bien, nos méthodes actuelles de détection de satellites par étoile résolue ne pourraient pas les détecter. Donc c'est pour ça qu'il y a un collègue à Heidelberg qui est en train de travailler avec des amateurs qui ont des télescopes très ouverts, à F3, F4, des gros téléobjectifs, et ils sont en train de découvrir des nouvelles galaxies satellites. D'ailleurs, pour la petite histoire, une des galaxies satellites qui n'est pas encore publiée a été détectée par un amateur japonais. Mais il ne s'est même pas rendu compte que l'image était dans son cliché. C'était mon collègue qui est allé voir, et effectivement, il a trouvé par hasard, et cette galaxie-là ne se trouve pas dans notre relevé du CFH. Pourquoi? Parce que nous, on identifie les galaxies satellites par les étoiles résolues. Donc s'il y a une petite tâche, un peu comme Messier, Foyer, ou Fézeau, ou les autres, ou le Gentil, s'ils ne sont pas résolus en étoile, notre méthode n'arrive pas à les détecter.